Lorsqu'elle était petite, Émilie adorait les contes de fées. Chaque fois qu'elle se plongeait dans ces histoires enchanteresses, elle ne pouvait s'empêcher de croire qu'elles pouvaient se manifester dans sa propre vie. Elle était loin de se douter que les rêves pouvaient se matérialiser de manière inattendue, voire terrifiante. La tragédie a frappé lorsque sa mère est décédée, laissant la jeune Émilie dévastée. Accepter la réalité que sa mère n'habillerait plus leur maison, ne préparerait plus de délicieux petits déjeuners et ne participerait plus à des batailles d'oreiller a été une pilule difficile à avaler. Dans son esprit, Émilie se convainc que tout le monde autour d'elle fait semblant, dissimulant la vérité. Sa mère est tombée sous le charme d'une sorcière maléfique et est maintenant prisonnière d'un profond sommeil dans un rêve de conte de fées. Elle souhaitait ardemment le retour de sa mère et suppliait son père de la réveiller. Mais tout ce que son père pouvait faire, c'était pleurer. Un an plus tard, une femme nommée Annabelle entra dans leur vie. « Voici Annabelle », dit le père d'Émilie, expliquant qu'elle serait leur nouvelle maman. Émilie répondit fermement, reculant devant le sourire forcé de cette nouvelle femme. « Je n'ai pas besoin d'une nouvelle maman », son père insiste en la rapprochant. « Bien sûr que si. Annabelle sait comment s'occuper des enfants. Elle est enseignante. Je suis sûre que vous deviendrez amies toutes les deux. » Émilie a fait part de sa résistance. « Pas question. Nous n'avons pas besoin d'elle. » C'était la première fois de sa vie qu'Émilie recevait une punition de son père, pas physiquement douloureuse, mais profondément blessante. Elle passe le reste de la journée seule dans sa chambre, à verser des larmes. Lorsque la faim la pousse enfin à sortir de sa cachette, Annabelle l'informe qu'elle ne recevra de la nourriture que si elle l'appelle maman. Ce soir-là, Émilie se couche affamée et sanglote sans retenue. Contrairement à ce qu'elle espérait, son père ne fit pas disparaître la méchante belle-mère de leur vie. En fait, Annabelle devint progressivement la figure dominante de leur foyer. Leur vie commença à refléter les histoires de belle-mère et de malheureuses belles-filles, au point que le père d'Émilie tomba malade. Il souffre pendant longtemps, sa maladie le consumant peu à peu de l'intérieur. Un jour, Émilie, 12 ans, ne supporte plus de voir son père dans un tel état, décharné, pâle, avec une perfusion dans le bras. D'une manière simple et directe, son père lui avoue: « Je ne vivrai plus très longtemps, vous voyez, ma première femme m'appelle auprès d'elle. Je pensais pouvoir faire face, pouvoir vivre sans elle, mais ça n'a pas marché. Je suis désolée, Annabelle. Je suppose que je suis l'homme d'une seule femme. Continue à vivre, mais je t'en supplie, ne quitte pas Émilie. Je t'aime, je t'assure, ma chère, que notre nouvelle femme ne sera pas un problème, » dit-il en lui tendant la main. Pourtant, Émilie sent bien au fond d'elle-même que tout cela n'est que mensonge. Après le décès de son père, Émilie découvre qu'il lui a légué tout son argent et qu'Annabelle est devenue sa tutrice légale. Au début, Annabelle s'occupe des fonds d'Émilie avec prudence, mais elle se sent bientôt invincible. Elle devient de plus en plus imprudente. Moins de 6 mois plus tard, la veuve s'est trouvé un nouveau mari, un homme jeune et audacieux au physique de préparateur physique. Émilie s'isole de plus en plus dans sa chambre, évitant toute interaction avec eux. Elle errait souvent sans but dans la ville. Malgré son excellence scolaire et son apparence soignée, elle ne participait jamais aux activités de la classe. La plupart des gens supposaient qu'elle était naturellement réservée, et personne ne l'interrogeait davantage. Cependant, la vérité est qu'Émilie n'a pas d'argent. Pas même d'argent de poche. Elle attend patiemment le jour où elle pourra hériter de l'argent de son père et s'échapper de la maison qui ne lui appartient plus. Les choses se gâtent lorsque la belle-mère devient soudain suspecte de l'attention excessive que son mari porte à Émilie. Elle les surveille constamment et les confronte fréquemment. Un jour, elle a même jeté une poêle à frire brûlante sur Émilie, qui a réussi à se protéger avec sa main, ce qui lui a valu une brûlure. La vie d'Émilie tourne au cauchemar. Elle n'oubliera jamais ce jour où sa belle-mère, furieuse, l'a attrapée et menacée de la jeter par-dessus le balcon. Debout au 7e étage, Émilie fixait les yeux de cette femme folle, criant à l'aide jusqu'à ce que le mari de sa belle-mère se précipite et retienne sa femme. Émilie cherche de l'air en se tenant la gorge avec ses mains, mais seul des sons rauques en sortent.
Elle était loin de se douter que sa voix avait complètement disparu ce soir-là. Blottie sous sa couverture, Émilie entendit des bribes de conversation à travers le mur. « Que as-tu fait ?» hurle son mari. Maintenant, elle va certainement aller à la police et tout révéler. « Tu vas finir en prison, imbécile, et tu diras adieu à ta vie confortable avec l'argent des orphelins. » « Comment peux-tu être aussi stupide pour tout gâcher comme ça ?» s'écrie la belle-mère. « Cela n'arrivera pas, » déclara soudain la marâtre. « Je vais m'occuper de tout, qu'est-ce que tu prépares d'autre ?» demanda l'homme, visiblement effrayé. « Je n'ai pas signé pour ce genre de choses. »« Je le sais parce que tu es un lâche, » répondit froidement la belle-mère. « Je vais m'assurer qu'elle disparaisse, j'ai visité le village de ma grand-mère pour prendre l'air. L'endroit est assez isolé et attire une grande variété de personnes. La rivière voisine est profonde et imprévisible, ce qui rend tout possible. Malheureusement, je n'étais pas au courant, ignorant les avertissements. Je n'ai pas prêté attention à l'étrange homme nommé Émilie. Pour ne rien arranger, mes oreilles étaient envahies par le bruit, ce qui provoquait des battements de cœur erratiques. J'ai envisagé d'aller voir la police, mais l'idée de ne pas pouvoir expliquer ce qui s'était passé m'a retenue. Ma belle-mère rejetterait mes demandes et m'accuserait de fabriquer des mensonges pour ternir sa réputation. Elle pourrait même m'emmener dans un endroit isolé et m'y faire du mal. Le lendemain matin, il fallait faire quelque chose. Comme prévu, ma belle-mère me demanda de préparer mes affaires. Cependant, ma voix m'a manqué et je n'ai pas pu demander de l'aide. À chaque minute qui passait, ma peur s'intensifiait. J'ai pris une décision, je m'échapperai par la route. Ma belle-mère m'a forcé à quitter la ville et notre voyage nous a conduits en territoire inconnu. Je n'avais jamais mis les pieds dans cette région auparavant, et les villages étaient rares. Le paysage s'est transformé de forêt en champ, et après environ 5 heures de voyage, la route s'est transformée en un chemin de campagne isolé. Finalement, elle nous a conduits dans un fourré dense, où les arbres se profilaient de part et d'autre comme s'ils m'observaient, moi, l'intrus. Une envie soudaine de me soulager m'a envahi et j'ai tenté d'alerter ma belle-mère. Au début, elle n'a pas tenu compte de mes supplications, mais elle a vite compris que ma désobéissance pouvait ruiner ses plans. Elle arrêta brusquement la voiture et m'entraîna de force à l'extérieur. « Allez, qu'est-ce que tu attends, virgule, a-t-elle raillé en pointant du doigt la route. Je secouai la tête et lui fis signe de se diriger vers les épais buissons. Frustrée par ma timidité, elle a commenté sarcastiquement, « Oh, comme tu es timide. Très bien, si tu préfères les buissons, vas-y, j'attendrai dans la voiture. » Sentant l'occasion, j'ai confirmé que ma belle-mère attendait bien sur la route et j'ai filé dans la forêt dense, comme un cerf effrayé. J'ai sprinté à travers la nature sauvage, manœuvrant à travers les branches, les buissons et les arbres. « Petit morveux !» hurla ma belle-mère en me poursuivant. Cependant, j'avais pris un peu d'avance et la terreur qui coulait dans mes veines alimentait ma vitesse. Je continuais à courir, laissant derrière moi la voix faiblissante de ma belle-mère. Finalement, mes forces s'amenuisèrent et je m'effondrai la tête la première sur la mousse. C'est la mousse qui m'a sauvée. Par un miraculeux retournement de situation, elle a réussi à naviguer dans le marais sans succomber à la fange périlleuse qui se cachait sous la surface. Un morceau de bois flotté, involontairement délogé pendant sa fuite, s'enfonça dans les profondeurs tandis que sa belle-mère, haletante et désespérée, arrivait sur les lieux. L'eau trouble se referme sur la marâtre avec un bruit grotesque de glouglou. Observant les traces de pas laissées par la fugitive, la belle-mère déplace son regard vers l'endroit où sa belle-fille a disparu. S'est-elle vraiment noyée? Bon débarras, cette misérable fille. La marâtre cracha dans l'herbe, frissonnant de colère, et retourna vers la voiture. Ignorant les paroles de sa belle-mère, Émilie perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouva allongée sur un sol humide. Ouvrant les yeux, elle est horrifiée par ce qui l'entoure, l'herbe couverte de mousse sous elle s'enfonçait lentement dans les profondeurs ténébreuses du marais. Craignant de faire des mouvements brusques, Émilie observa son environnement. Elle se souvenait des leçons qui lui avaient appris à s'agripper à des branches ou à trouver un appui, mais il n'y avait rien à sa portée. Dans sa vaine tentative de ramper,
elle tomba une fois de plus dans la fange, donnant des coups de pied frénétiques et se débattant pour se libérer de la boue gluante. Soudain, elle remarqua une ombre qui s'approchait de l'autre côté du marais, se rapprochant rapidement avec 2 yeux jaunes perçants. L'image d'un loup traversa l'esprit d'Émilie, la remplissant de terreur. Pensant qu'elle était sur le point de mourir, elle cessa de se débattre et se prépara à une noyade imminente. À sa grande surprise, la silhouette hirsute qui s'approchait s'avéra être un chien. Émilie hésita un instant, se demandant si elle devait faire confiance à cette créature. Mais le temps n'est pas à la contemplation. Désespérée, elle s'agrippa à la fourrure du chien, sentant le marais relâcher son emprise sur elle. S'agrippant fermement à son sauveteur à 4 pattes, Émilie enroula ses bras autour du cou du chien. Ensemble, ils commencèrent à ramper hors de la fange traîtresse. Toutes deux haletaient à cause de l'effort, mais leurs jambes étaient enfin libérées des profondeurs ténébreuses, alors qu'Émilie relâchait sa prise, prenant un moment pour reprendre son souffle. Le chien, quel qu'il soit, laissa échapper un doux grognement et attrapa doucement son bras, sans lui causer de douleur, mais en lui faisant comprendre qu'elle devait la suivre. Comprenant le message tacite, Émilie rampa docilement derrière le chien, essayant de reproduire leur itinéraire exact. De temps en temps, le chien jetait un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle était toujours avec lui. Le voyage à travers le marais semblait interminable, et Émilie avait du mal à croire à sa chance lorsqu'elle tendit la main et réussit à attraper une branche solide, se hissant sur la terre ferme. Épuisée, elle roula sur le dos et ferma les yeux, soulagée d'avoir échappé aux griffes du marais. Soudain, elle sentit une langue rude sur ses joues. Maintenant, il va me dévorer, pensa-t-elle avec une pointe d'indifférence. La jeune fille était accablée de tristesse, au point qu'elle se sentait sans vie et immobile. Cependant, elle releva la tête et croisa le regard de la bête. Elle avait entendu ou lu que les animaux ne supportaient pas le contact visuel direct avec les humains. La bête semblait l'ignorer, car elle la fixait, presque avec reproche. Puis elle se retourna et disparut dans les fourrés, observant prudemment son environnement. Émilie ne comprenait pas ses intentions et ressentait une lueur d'espoir. Peut-être en avait-elle assez ou la trouvait-elle peu appétissante. Il était possible que la bête s'en aille, lui permettant de se lever et de partir, mais la bête remarqua son immobilité et s'irrita, faisant demi-tour et s'approchant d'elle. Émilie tressaillit lorsque la bête attrapa les bords de sa veste mouillée et la tira derrière elle. Elle se dit, on s'en fiche. Je vais le suivre. Peut-être connaissait-il vraiment le chemin des humains et n'essayait-il pas de l'emmener dans son repère pour la nourrir. Tous ses doutes s'évanouirent lorsque, après s'être débattus dans les branches pendant une demi-heure, ils arrivèrent à une clairière au milieu de la forêt. Là, se dressait une chaumière qui ressemblait à un conte de fées comme Hansel et Gretel. L'amour d'Émilie pour les contes de fées devient évident. La bête s'approcha de l'habitation et émit un son semblable à un grognement. « Wolfie, c'est toi !» Une voix s'éleva de la hutte. « As-tu faim, vagabond ?» La porte s'ouvrit, révélant un grand homme en tenue de camouflage, du moins c'est ainsi qu'il apparut à la jeune fille effrayée, un bûcheron ou peut-être un chasseur. Les pensées d'Émilie s'éparpillèrent comme des écureuils effrayés. « Qui avez-vous amené ?» demanda l'homme déconcerté, en scrutant Émilie qui tremblait, visiblement sous l'effet du froid et de la peur. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, mesurant un peu moins de 2 mètres de haut. Émilie ne put que le regarder en levant la tête et en montrant sa bouche, secouant la tête pour indiquer qu'elle ne pouvait pas parler. « Êtes-vous muette » s'exclame l'homme, accablé. Émilie éclata en sanglots, ayant déjà subi plus de chocs qu'il n'en fallait pour une journée. « Assez d'humidité. Tu es complètement trempée » grommela l'homme. « Entrez dans la cabane. J'ai des vêtements secs sur le banc, sortez de ces haillons et mettez-les, et je m'occuperai de ce chien hirsute. » Émilie entra dans la hutte chaude, remplie d'un parfum d'herbe. Elle enleva ses vêtements mouillés et trouva une chemise chaude qu'elle enroula autour d'elle comme une robe et qu'elle boutonna. La porte grinça lorsque l'homme ramassa les vêtements mouillés d'Émilie et les porta à l'extérieur, tout en lui donnant une autre instruction. Elle se mit à trembler, effrayée, dans la fournaise. « Ne tremblez pas comme ça, s'il vous plaît. Je ne consomme pas d'individus comme vous, »
qui sont de petite taille. Étonnamment, il y avait un petit chauffage dans la cabane qui émettait une bonne quantité de chaleur. Émilie découvrit une paire de bottes en feutre et s'empressa de les enfiler, se délectant de cette délicieuse chaleur. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle observa un homme qui caressait doucement sa sauveuse, puis, du plus profond de son cœur, déposait quelque chose dans son bol. La jeune fille espère qu'il ne s'agit pas d'un ragoût préparé avec d'autres malheureuses filles égarées. Néanmoins, au fur et à mesure qu'elle se réchauffait, sa peur se dissipait. Il semblait que son seuil de peur avait été atteint, et que l'apathie avait pris sa place. Cependant, elle se demandait ce qui pouvait bien se passer d'autre. Ces questions pourraient être abordées plus tard. Pour l'instant, sa préoccupation immédiate était la faim. Émilie s'approcha de la table et aperçut un journal. À côté, il y avait une grille de mots croisés et un crayon. Il semble que son ravisseur ait gardé un lien avec le monde extérieur, comme en témoigne l'intérêt qu'il porte à l'actualité. Elle prit le crayon et commença à écrire dans les marges du journal. Je m'appelle Émilie. J'ai perdu ma voix à cause des actions de ma belle-mère. Elle a voulu mettre fin à ma vie. Après avoir réfléchi, Émilie ajoute, je suis affamée. Prenant le journal avec elle, la jeune fille s'aventura à l'extérieur. L'homme et la créature jetèrent tous deux un coup d'œil à la porte qui grinçait. L'homme demanda, alors, qu'as-tu trouvé? Il regarda le journal, lut les mots et poussa un sifflement de surprise. Eh bien, Wolfie, regarde ça, il y a là toute une histoire passionnante. Je ne peux pas l'inventer. La narration se référait maintenant à Émilie. Elle secoua la tête, ce qui amena l'homme à poser la question suivante. Eh bien, Wolfie, devons-nous le croire? L'homme se tourna vers la créature, qui répondit par un bref son, comme si elle confirmait les événements. D'accord. D'abord, il faut la nourrir et lui donner un bain, dit l'homme, comme s'il se souvenait de quelque chose. Il ajouta, pourquoi n'avez-vous pas eu peur de Wolfie? Tu as pensé que ce n'était qu'un chien, n'est-ce pas? Émilie acquiesce à nouveau. Mais l'homme reprit, c'est un loup. Je l'ai sauvé alors qu'il n'était qu'un louveteau pris dans un piège. Maintenant, nous vivons essentiellement comme deux loups solitaires. L'homme se présenta comme Hugh, une sorte de forestier. Émilie acquiesça à sa présentation. Très bien, nous avons été présentés, proclama Hugh en versant de la nourriture dans le bol de Wolfie. Il fit ensuite signe à Émilie de le suivre. Venez, je vais vous donner ce que Dieu nous a envoyé. La chaudrée est encore chaude, lui dit-il. Avec un sentiment de satisfaction, la jeune fille le suivit et entra dans la cabane. Hugh se procura une marmite, versa le ragoût dans 2 grands bols et plaça une cuillère et 2 tranches de pain à côté d'eux. Il fit un signe vers le bol d'Émilie, l'assurant, n'ayez pas peur. Il y a de la viande de lièvre là-dedans. Nous ne consommons pas de jeunes filles, car elles me donnent des maux d'estomac. Hugh semblait plutôt satisfait de sa propre tentative d'humour. D'abord hésitante, Émilie finit par sourire et saisit la cuillère. Le ragoût s'avéra incroyablement délicieux, ou peut-être était-ce parce qu'elle avait oublié le goût de la vraie nourriture pendant son séjour en captivité. Elle était si affamée et terrifiée qu'elle avait envie de dévorer une marmite entière de ragoût avec du pain. Elle jeta prudemment un coup d'œil sur le visage de Hugh et remarqua qu'il n'était pas aussi vieux qu'elle l'avait d'abord pensé. Il n'avait pas l'air d'un homme âgé, peut-être que sa barbe ne faisait qu'ajouter des années à son apparence. Des larmes montèrent à ses yeux tandis que les souvenirs de son père envahissaient ses pensées, la faisant sangloter de façon incontrôlable. Et, ne fais pas de dégâts ici avec tes larmes, réprimanda le propriétaire de la cabane en haussant le ton. Je ne peux pas tolérer ces manifestations d'émotions féminines. Émilie, effrayée par son mécontentement, se tut et se remit à manger, laissant ses larmes sécher d'elle-même. Hugh se demandait quel genre de scélérat pouvait bien poser la main sur une enfant. Il ne comprenait pas pourquoi son père n'était pas intervenu. Émilie le regarda et soupira, secouant la tête et croisant les bras sur sa poitrine. « Pourquoi n'ai-je pas de papa ou de maman ?» demanda-t-elle. Le bûcheron était consterné. « Oh, ma pauvre petite, j'aurais pu avoir une fille à peu près comme toi. J'aurais pu avoir une fille à ton âge,
murmura-t-il en agitant la main d'un air dédaigneux. Avant de se mettre à manger, Emily termina son ragoût jusqu'à la dernière goutte, utilisant un morceau de pain pour essuyer son assiette, puis elle regarda Hugh d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qu'il y a ensuite ?» demanda-t-elle. Hugh a bien compris. « Tu vas te laver maintenant, le lavabo est dehors et il y a de l'eau chaude dans les seaux. Je vais tout sortir. »« Fais attention, » expliqua-t-il. Emily retroussa la manche de sa chemise, révélant une marque de brûlure, et Hugh fut interloqué. « Qui t'a fait ça ?» s'exclama-t-il. Emily hocha la tête, le visage empli de tristesse. L'expression de Hugh s'assombrit, il marmonna quelque chose sous sa respiration, et Emily ne put distinguer qu'une seule phrase : « Nous trouverons une solution. » Il lui dit d'aller se laver en lui assurant que Wolfie veillerait sur elle. L'homme des bois lui tendit un seau d'eau chaude, une serviette, du savon et un short trop grand qu'il avait ajusté avec un élastique pour éviter qu'il ne tombe de sa taille. Emily alla se laver derrière la maison, où elle trouva une bassine et un baquet remplis d'eau de pluie. En se nettoyant le corps, elle sentit non seulement la saleté disparaître, mais aussi les peurs et les tensions qui l'avaient rongée pendant des années. Le visage de Wolf émergea de derrière la maison, et elle ne put s'empêcher de penser que le loup lui souriait avec un sentiment d'indépendance. Il s'approcha d'elle et se coucha, lui servant de protecteur. Emily prit son bain avec application, se sécha, s'habilla et s'assit à côté de son fidèle gardien. Elle caressa affectueusement sa fourrure sèche, exprimant silencieusement sa gratitude. Maintenant qu'elle avait mangé et s'était nettoyée, Emily se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été dans son ancienne maison. « As-tu fini de te laver ?» demanda la voix de Hugh dans le coin. Au lieu qu'Emily réponde, Wolfie leva la tête et grogna en signe d'approbation. Il enleva soigneusement les vêtements mouillés de la pile et les suspendit pour les faire sécher. Tout en fredonnant, il s'assit un peu plus loin, réfléchissant à la situation. « Qu'est-ce que je suis censé faire de toi, hein ?» marmonna-t-il, non pas tant à Emily qu'à lui-même. Il lui demanda si elle avait de la famille, ce à quoi elle répondit par la négative en secouant la tête. « C'est malheureux, » se dit l'homme. « Idéalement. Je devrais vous renvoyer en ville et poursuivre votre belle-mère en justice. » Emily le regarda avec des yeux effrayés, mais il haussa les épaules, exprimant son manque de foi dans le système judiciaire supposé le plus juste du monde. De plus, pendant qu'il règle les choses, tu seras placé dans un orphelinat. Je ne peux pas imaginer que ce soit un bon endroit, ajouta-t-il. Emily attend avec impatience sa décision. Il n'y a pas non plus d'intérêt à ce que tu restes avec moi, continua Hugh. Je ne suis pas le tuteur idéal pour qu'une jeune femme vive avec un vieil ermite. Ce n'est pas correct, et j'ai l'habitude d'être seule. Les lèvres d'Emily frémirent, craignant que Hugh ne soit sur le point de suggérer que l'orphelinat était la meilleure option pour elle. « Oh, s'il vous plaît, arrêtez, » supplia-t-elle. Nous étions d'accord pour ne pas nous attarder sur mes circonstances malheureuses. Le forestier fronça les sourcils, la regardant d'un air de reproche. « J'ai dit que je trouverais quelque chose, » répond-il, ne sachant manifestement pas comment s'y prendre avec Emily. Pendant ce temps, Wolfie, le chien, s'est installé dans l'herbe et observe son maître avec une ironie évidente. Hugh renvoya la fille dans la cabane et commença à faire les 100 pas en grommelant pour lui-même. « Je ne peux pas la mettre à la porte et je ne peux pas non plus m'en aller, » se dit Hugh en se tournant vers Wolfie. « Je ne peux pas non plus la livrer à la police. Rester ici n'est pas une option viable pour elle, et je ne suis pas une baby-sitter. Il ne reste qu'une chose à faire, » déclara-t-il, déterminé. « Je vais l'emmener chez Teresa. C'est une sorcière. Elle pourra peut-être l'aider à retrouver sa voix. Ne me regarde pas comme ça, » dit-il à Wolfie, même si le chien reste silencieux. « Je sais que Teresa peut être difficile, mais au moins c'est une femme, » ajoute Hugh. Wolfie lève une oreille et se couvre le nez avec sa patte, apparemment amusé. « Allez-y, ricanez avec moi. » menaça Hugh avec un doigt. « Au fait, c'est en partie ta responsabilité. C'est toi qui as amené la fille du marais ici, » gronda-t-il le chien. Wolfie le regarde d'un air réprobateur, comme s'il disait « Aurais-tu laissé l'enfant là-bas ?»
Hugh cède et dit, d'accord, ne me regarde pas comme ça. Nous avons donc décidé d'aller voir Teresa. Emily s'assit sur le banc, observant l'intérieur clairsemé de la hutte. Il n'y avait pas beaucoup de décoration. Un four, un banc, une table, un coffre et une fenêtre sans rideaux, des balais faits de différentes herbes et divers outils ménagers étaient accrochés au mur. Il était évident que le propriétaire vivait seul et qu'elle était entrée par hasard dans sa vie. « Rendez-moi à ma belle-mère », pensa tristement Emily. Ses pensées lui donnèrent froid, et elle s'enveloppa plus étroitement dans sa chemise. Étrangement, elle n'avait plus peur de cet homme à l'allure sauvage. Elle pensait que des hommes comme lui ne lui feraient jamais de mal, à l'image de son père, courageux, fort et gentil. Emily plongea son visage dans ses mains croisées sur la table et fondit en larmes. À son insu, Hugh était entré dans la pièce et s'était assis à côté d'elle. Il lui caressa doucement le dos de sa grande main, la réconfortant. « Ne pleure pas, ma chérie. La vie est ainsi faite qu'il n'y a pas de limite aux larmes que l'on peut verser, dit-il doucement. Emily écouta tranquillement le forestier parler. « Aimes-tu les contes de fées » demanda-t-il, un sourire apparaissant sur son visage. Emily leva la tête et acquiesça. « Alors tu dois connaître quelques contes de fées sur les sorcières » continua-t-il. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent, mais elle acquiesça à nouveau. « J'ai une connaissance qui vit près d'ici, dans un village. C'est la dernière personne qui reste dans ce village, expliqua Hugh. Elle s'appelle Thoraaz, et c'est une guérisseuse hors pair. Les gens parcourent des kilomètres pour lui demander de l'aide. Elle est très compatissante et soigne gratuitement tous ceux qui viennent la voir. Cependant, elle peut refuser d'aider quelqu'un si on lui offre une grosse somme d'argent. Hugh est persuadé qu'elle peut guérir l'incapacité d'Emily à parler. Emily écoute attentivement, se sentant comme dans un conte de fées, mais elle hésitait à aller voir un inconnu, au cas où Thoraaz se révélerait aussi colérique que sa belle-mère. De plus, elle commençait à se sentir à l'aise avec la présence de Hugh. « Nous irons lui rendre visite », lui assura Hugh. « Elle m'a guéri alors que je pensais ne jamais m'en remettre. Maintenant, je l'aide de toutes les façons possibles. Je répare des choses dans sa maison et je ramasse du bois de chauffage. Crois-moi, Emily, il est possible que tu puisses parler à nouveau. » Emily hocha la tête d'un air incertain, et Hugh était heureux qu'elle soit d'accord. « Tu peux t'asseoir ici et travailler sur ces mots croisés pendant que je rassemble des cadeaux pour Thoraaz, dit-il en quittant la pièce et en laissant Emily seule avec ses pensées. Emily ne pouvait pas rester immobile. L'avenir lui faisait peur. Elle regarda autour d'elle, trouva un balai dans la pièce et commença à balayer le sol. Puis elle essuya la fenêtre poussiéreuse avec un chiffon. Comme elle ne trouvait rien d'autre à faire, elle s'allongea sur le banc et s'endormit. La voix de Hugh la réveilla en lui disant « Tu es fatiguée ?» La voix de Hugh la réveilla. Emily ouvrit les yeux et sourit timidement. Il ne lui semblait plus aussi effrayant. Sa belle-mère, malgré sa fausse gentillesse, s'était révélée être une vraie sorcière, tandis que ce grand homme vivant dans la forêt avec un loup apprivoisé ne lui faisait aucun mal. Il la nourrit et lui promet même de l'aider à guérir. Hugh regarda autour de lui, impressionné par la propreté impeccable des lieux. « Merci, mais je ne peux pas t'abandonner ici, » dit-il avec remords. « Ce ne serait pas correct, et quel genre de gardien serais-je » Emily acquiesça timidement. Même si ses paroles étaient réconfortantes, la jeune fille avait déjà assez souffert de la peur, et elle ne pouvait pas anticiper ce qui allait suivre. « Ne t'inquiète pas, Hugh », l'encouragea-t-il. « Une fois que tu seras reposé, il sera temps de poursuivre notre voyage. Prends ce paquet de cadeaux. » Hugh lui tend un bac en osier rempli de bail. Teresa a un tempérament doux et apprécie les offrandes, cela pourrait nous être utile au cours de notre voyage. Il emballa divers objets, apparemment destinés à être offerts à la mystérieuse Teresa. Puis il prit la main d'Emily, avec leur fidèle compagnon, Wolfie. Ils s'engagèrent sur le sentier, alors que Hugh marchait à côté d'elle, grand et fort, et que leur fidèle Wolfie trottait tout près. Emily changea de perspective.
Elle regarda autour d'elle avec curiosité et sa vie apparemment sans espoir ne lui parut plus aussi sombre. Cependant, sa peur refit surface lorsque la forêt céda brusquement la place à une rangée de maisons délabrées. Elle s'accrocha fermement à la large paume de Hugh, tremblant d'inquiétude. « Tu as promis d'être courageuse, n'est-ce pas ?» Hugh lui sourit d'un air encourageant. Emily se redressa, soupira et tenta de réprimer ses tremblements. Teresa habitait la cabane la plus éloignée, la plus proche de la forêt. Pourtant, comme ils le découvrirent bientôt, c'était la seule habitation habitée. Les autres maisons étaient désertes, abandonnées par leurs propriétaires qui avaient déménagé ou étaient décédés. Elles reposent désormais dans le cimetière voisin, sans la renommée du guérisseur, qui s'étendait à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce village et son unique habitant auraient été oubliés. Hugh frappa à la porte et appela « Teresa, ouvre !» Emily essaya de se cacher derrière la solide carcasse de Hugh. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant la silhouette de Teresa dans la lumière. Du moins, c'est ainsi qu'Emily l'imaginait, en jupe longue, enveloppée dans un châle et la tête couverte d'un foulard. Malgré la chaleur de l'été, un frisson étrange parcourut l'échine d'Emily et ses paumes devinrent moites. Cependant, Hugh s'accrocha fermement à elle. « C'est vous, Hugh ?» demanda la vieille dame. « Qui d'autre ?» répondit-il. « Et qui est avec vous ?» Teresa se protégea les yeux avec sa main, comme si elle regardait à travers la jeune fille. Elle avait l'impression que cette femme singulière pouvait voir à travers elle. « Eh bien, je l'ai trouvée dans les bois, » expliqua Hugh avec nonchalance. Elle ne peut pas parler, et tout ce qu'elle a pu écrire, c'est que sa belle-mère l'a abandonnée là. Elle ne ment pas, ajouta-t-il. Je peux sentir un mensonge à 1 kilomètre, déclara Teresa. Cette petite fille était vraiment en détresse. Et qu'attendez-vous de moi? Cherchez-vous à la guérir? Demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à Emily, qui se tenait résolument devant elle. Elle n'était pas naturellement muette, mais simplement effrayée. Pouvez-vous m'aider? Je peux peut-être l'aider à apaiser ses craintes, dit Teresa, en gardant son regard sur la jeune fille timide. Vaincre la peur est un défi, car elle a encore peur de moi, n'est-ce pas? Teresa se tourna vers Emily après un moment de contemplation. Emily a hoché la tête en signe de compréhension. Tu vois, soupira Teresa, ça ne marchera pas. Nous devrions laisser les médecins s'occuper d'elle. L'envoyer dans un bon hôpital en ville serait la meilleure solution. Nous ne pouvons pas l'envoyer en ville, intervint Hugh. Il la placerait dans un orphelinat ou la rendrait à sa belle-mère. C'est ce qui est le plus probable, et cela pourrait lui faire plus de mal, voire la détruire complètement. Teresa plissa les yeux et réfléchit. Eh bien, si les autorités compétentes gardent un œil sur elle, n'avez-vous pas une connaissance là-bas, Emily? Sentant la tension, Hugh intervint discrètement. Nous ne discutons pas de cela, dit-il d'une manière qui fit taire toute velléité de ricanement de la part de la grand-mère. Vous allez soigner la jeune fille, ou je la ramène dans la forêt, demanda Hugh, perçant le silence de la vieille femme. Se mordillant les lèvres, elle resta silencieuse un moment. Vous êtes un imbécile, Hugh, mais c'est votre affaire et je ne m'en mêlerai pas. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Laisse la fille, Emily tressaillit, mais Hugh poussa un soupir de soulagement. Merci, Teresa. Que Dieu te bénisse et te donne une bonne santé, exprima-t-il sincèrement. J'ai fait venir des invités de la forêt, poursuivit-il. Faites-vous plaisir, Teresa. Les yeux de Teresa pétillèrent, mais son expression resta sévère. Déchargez les cadeaux sous le porche, ordonna-t-elle en montrant les cadeaux. Et toi, ma chérie, viens à moi, dit-elle à la jeune fille, d'un ton soudain affectueux. Viens, viens, je ne ferai pas de mal aux enfants. Mes dents ne sont plus les mêmes, il sembla à Emily qu'elle faisait un clin d'œil, bien qu'il fût difficile de le dire à une telle distance. Hugh poussa la jeune fille vers le porche et suivit Teresa dans la maison. La jeune fille hésita, se tenant près du porche. Pourquoi ne pas retourner dans les bois? Une pensée errante lui traversa l'esprit, puis elle sentit Wolfie, la créature sauvage, lui donner un coup de coude sur le nez,
comme pour l'inciter à suivre Teresa. Emily se retourna et regarda la créature. Elle gémissait, essayait de remuer la queue et semblait sourire. Prenant une profonde inspiration, elle monta les marches grinçantes du porche et entra à l'intérieur. La maison était fascinante, elle ne trouvait pas d'autres mots pour la qualifier, car ses yeux se promenaient partout, et il y avait tant de choses à voir. Dans cette maison, les choses les plus incroyables coexistaient, comme un fer à repasser sur des braises et un ordinateur portable, des fagots d'herbes accrochés au mur, et divers flacons semblables à ceux qu'elle avait vus en cours de chimie. Devant le visage surpris de la jeune fille, Hugh et Teresa se sont mis à rire. « C'est comme ça que je suis, une sorcière moderne », proclame Teresa. La vieille femme fière déclare, tout en observant le laboratoire, « Ne vous étonnez pas que je réside dans la forêt. J'ai choisi de vivre loin de l'agitation et du bruit de la ville, pour être plus proche de la nature. » Hugh ajoute que Teresa a fait sa thèse de doctorat sur les herbes et que des gens de tout le pays viennent la voir pour obtenir des conseils et des traitements. Il mentionne également qu'elle l'a aidé à se rétablir. Teresa l'interrompt en grommelant, « Vous êtes peut-être physiquement debout, mais vos pensées sont toujours désordonnées. » Hugh tente de prendre la parole, mais Teresa lui coupe la parole en déclarant, « Puisque vous refusez d'écouter, faisons en sorte que cette conversation soit brève, vous pouvez partir, nous nous débrouillerons sans vous. » Hugh rit, fait un clin d'œil à Emily et ajoute, « Regardez comme elle est têtue », en s'accroupissant à côté de la jeune fille. Il essuie les larmes involontaires de la jeune fille et la rassure, « N'aie peur de rien, Teresa ne te fera pas de mal. Nous viendrons bientôt te rendre visite et tu verras que tu commenceras à parler. » Cependant, la jeune fille continue d'appréhender de se retrouver seule avec Teresa. Entre-temps, la femme âgée l'a examinée attentivement, puis s'est approchée d'elle et l'a serrée contre son gré par les épaules. Elle lui dit, « Je vois que la vie t'a enlevé ta foi dans les gens, tu étais comme ça quand je l'ai rencontré pour la première fois ici dans les bois. Il est venu ici pour mourir, c'est comme ça. J'ai soigné son corps, mais je n'ai pas pu guérir son âme. Quand je te regarde, je me demande si c'est le même problème pour toi. » Emily regarde la vieille femme avec confusion. La femme suggéra, « Eh bien, prenons du thé. Nous pouvons aussi déguster des bailles. » « Tu aimes les baies, Emily ?» Emily acquiesça et Teresa lui demanda d'aller chercher des tasses dans l'armoire voisine. Emily s'exécuta, ouvrit la porte de l'armoire et fut stupéfaite de trouver un ensemble de tasses en porcelaine exquise. Elle les prit délicatement avec 2 doigts, craignant d'abîmer une beauté aussi délicate. Cependant, le thé était 100 fois meilleur lorsqu'il était bu dans ces tasses. Il était infusé avec des baies écrasées, exhalant le parfum de l'été, et à chaque gorgée, Emily se sentait à l'aise, ses peurs et ses angoisses s'estompant. Emily jeta un coup d'œil à la femme âgée, assise en face d'elle, avec un sourire. Elle lui demanda, « Ce thé n'est-il pas magique ?» Emily acquiesce et sourit à son tour, bien que timidement. Teresa poursuit la conversation et demande, « Connaissez-vous l'eau vive ?» Emily acquiesce à nouveau. Elle trouvait cette femme digne d'un conte de fées plutôt attachante, malgré ses appréhensions initiales, comme une sorcière enragée au départ, ce qui est un signe positif, approuva Teresa. Maintenant, nous allons terminer notre thé, ranger la vaisselle, puis procéder à vous débarrasser de vos afflictions. Emily parut prudente, réfléchissant à la façon dont il comptait éliminer sa maladie. Cependant, après y avoir réfléchi, elle se résolut à ne pas avoir peur, car cela ne pouvait pas être pire qu'avec sa belle-mère. C'est une certitude. Après avoir débarrassé la table et lavé la vaisselle dans une grande bassine, elles s'engagèrent sur le chemin qui traversait le champ. Emily marchait aux côtés de Teresa, s'émerveillant de l'herbe et des fleurs, sous le regard bienveillant de la vieille dame. Elle se pare d'une splendide guirlande qu'elle place sur sa tête. Teresa s'exclama magnifique et Emily se sentit toute joyeuse, presque comme si tout était possible, comme dans un conte de fées. Et maintenant, elle avait vraiment envie d'y croire. Le chemin menait à une rivière, dont les rives étaient recouvertes d'une végétation luxuriante. Les nuages dansaient sur l'eau et la jeune fille les regarda involontairement, se sentant légère et libre. Teresa fut la première à retirer son chemisier et sa jupe,
révélant une simple chemise de nuit en tissu ordinaire. Elle redressa le dos, et soudain, elle parut moins ancienne à la jeune fille. Emily, gênée, se déshabille à son tour et plonge ses orteils dans l'eau. Il fait froid. Sois courageuse, ma fille, sinon l'eau ne pourra pas te débarrasser de ta maladie, lui conseilla sévèrement Teresa. Derrière elle, Emily fit un pas de plus, sans crier gare, se retrouva immergée dans l'eau presque entièrement. Elle tente de crier, mais seul un sifflement s'échappe de sa gorge. À un pas de là, Teresa prit une poignée d'eau et la versa sur la jeune fille en marmonnant quelque chose sous sa respiration. Et juste comme ça, la peur s'est dissipée, la respiration d'Emily devint régulière et elle sentit le lit de la rivière sous ses pieds. Il ne lui restait plus qu'à faire un pas de plus. « Essaie de dire quelque chose », demanda Teresa. La jeune fille réussit à murmurer une chanson, sa voix ne lui obéissait peut-être pas, mais elle savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle parlerait à nouveau. « Bonne fille », se félicita Teresa. « La rivière t'a accepté. Nous avons accepté de t'aider, nous viendrons ici tous les jours et tout sera résolu. » Emily acquiesce. Elle n'avait aucune envie de quitter l'eau maintenant et s'ébattait près de la rive. Teresa lui lança une couronne et lui demanda de la donner à la rivière en signe de gratitude pour la guérison. Emily caressa les fleurs et relâcha délicatement la couronne dans le courant. La rivière accepta gracieusement l'offrande et l'emporta, disparaissant avec les nuages. La jeune fille la regarda partir et rayonna. Elle se sentait vraiment heureuse, réalisant que le monde n'était pas uniquement rempli de malveillance et de cruauté. Les berges de la rivière étincelaient de teintes vibrantes, jetant une lueur rafraîchissante. Pourtant, la peau d'Emily se hérisse de chair de poule et ses dents se serrent. Une femme attentionnée la frotta doucement avec une grande serviette éponge, mais Emily avait envie de revenir sur ses pas. Elle s'élança en avant, arrachant des brins d'herbe et se comportant comme un chiot indiscipliné. Teresa sourit, se sentant jeune dans l'instant. À l'intérieur de la cabane, Emily est prise d'une soudaine fringale. Elle jette un coup d'œil à Teresa, qui lit tranquillement sur le canapé. La jeune fille marmonne, cherchant à attirer l'attention. Mais Teresa ne l'entendait pas ou était trop absorbée par sa lecture pour tourner la tête. Emily s'approcha, se tapota le ventre et émit un meuglement, tentant de communiquer. Teresa la gronde, lui demandant de parler avec des mots plutôt qu'avec des bruits d'animaux. Emily se sentit indignée, incapable de comprendre comment elle pouvait faire ce qu'on lui demandait. Dans son esprit, elle réfléchit, comment puis-je parler avec des mots ? Je ne peux pas répondre à vos attentes, la grand-mère répondit calmement, remarquant sa confusion. Emily se crispa, sentant les mots bouillonner dans sa gorge, mais ils hésitaient à s'échapper. Elle les imagina comme des boules de billard, ayant besoin de la frappe d'une queue invisible pour rouler dans sa gorge. Mentalement, elle sélectionna 3 boules et poussa, libérant les sons de manière inattendue. Teresa interrompit sa lecture, caressa la tête d'Emily et la félicita pour ses efforts. Tout finirait par s'arranger, il fallait juste continuer à essayer. Il est temps de manger. Prenant un bol, Emily s'aventura dans l'arrière-cour où les poules se promenaient librement. Elle ramassa 5 œufs sur la paille et revint, triomphante, en montrant son butin. Teresa sourit, reconnaissant son succès, et la cabane fut bientôt remplie de l'arôme délectable des œufs en train de frire. Emily savoure chaque bouchée, fermant les yeux de contentement. Cependant, Teresa changea d'attitude, comme si elle avait entendu quelque chose d'interne. Elle s'approcha de la porte, l'ouvrit et eut à peine le temps de reculer que Wolfie fit irruption à l'intérieur. Le loup gémit, courut autour de la cabane, jetant par intermittence un coup d'œil à la porte comme s'il appelait quelqu'un. Emily remarqua avec effroi le sang sur sa fourrure. « Quelque chose est arrivé à Hugh », s'exclama Teresa, « il a dû rencontrer des braconniers. »« Reste ici, je vais appeler les secours. » Bien qu'elle ait reçu l'ordre d'attendre, Emily ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Emily n'entendait plus les cris de la vieille femme qui s'estompait derrière elle. Elle suivit Wolfie alors qu'il se dépêchait de sortir de la maison, courant le long de la route familière que Hugh lui avait fait emprunter plus tôt. Wolfie jetait constamment un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle suivait.
Le cœur d'Emily battait la chamade dans sa poitrine pendant qu'elle courait, sa respiration se faisant par à-coups. Wolfie la conduisit dans une clairière et laissa échapper un hurlement qui la fit frissonner. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut un homme allongé dans l'herbe. Sans hésiter, elle se précipita, s'accroupit et tenta de le retourner. Pendant un instant, il semble que Hugh ne respire plus, son corps est camouflé, son pantalon est trempé de sang. Les vêtements d'Emily se tachèrent tandis qu'elle s'obstinait à le secouer, espérant désespérément qu'il était encore en vie. Wolfie gémit à côté d'elle, en poussant son museau contre son ami au moment où Emily commençait à perdre l'espoir de ranimer Hugh, un son semblable à celui d'un cheval sorti de sa gorge, suivi d'une vision miraculeuse. Hugh grogna et se retourna, les yeux remplis d'incrédulité en regardant la jeune fille. « Emily, c'est vraiment toi ? Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il avec difficulté. Emily sanglote. Le regard fixé sur le sol maculé de sang. « Hugh, j'ai essayé d'affronter ces braconniers locaux qui tourmentent les créatures de la forêt depuis si longtemps, mais ils ont tiré sur tes 2 jambes, expliqua-t-elle. Hugh a tenté de bouger ses jambes, mais elles sont restées immobiles. « Emily, il y a un couteau dans mon sac, attaché à ma ceinture. Essaie de couper le tissu et de faire un bandage, lui dit-il. Avec un sang-froid déterminé, Emily sécha ses larmes et aida Hugh à récupérer le couteau pliant. Elle se mit au travail, luttant contre la dureté du tissu. Son horreur s'intensifia lorsqu'elle vit l'état des jambes de Hugh au-dessous des genoux. Elle leva les yeux vers lui, son regard exprimant la gravité de la situation. « Ne perds pas espoir, mon amour. Nous avons déjà surmonté des problèmes de ce genre, rassura-t-il, à la fois pour Emily et pour lui. Prenant le tissu, Emily le déchira soigneusement en longues bandes qu'elle noua le plus solidement possible. « Je vais essayer de ramper dans ces bois. Il n'y a pas que des loups qui rôdent, mais aussi d'autres créatures dangereuses, y compris celles qui sont sur 2 jambes, conseilla Hugh. Suivant ses conseils, Emily lia étroitement ses jambes pour arrêter l'hémorragie, ce qui les soulagea tous les 2. Avec le soutien d'Emily, Hugh réussit à se mettre sur le ventre et commença à ramper. Les progrès sont lents, mais ils persistent. Ils firent des pauses lorsque Hugh se fatiguait, et Emily essuya la sueur de son front. Wolfie lécha le visage pâle de Hugh et gémit en le rassurant. « Nous y arriverons, je le sais », murmure Hugh avec une détermination inébranlable tout en continuant à avancer. La marche à 4 pattes se poursuivit inlassablement. Les heures semblaient s'écouler sans signification, jusqu'à ce que les forces de Hugh l'abandonnent et qu'il tombe dans l'inconscience. Emily se leva d'un bond et courut frénétiquement autour de la clairière. Une digue éclata dans sa gorge et son angoisse se répercuta dans toute la forêt. Elle cria et implora un miracle, puis, comme s'il s'agissait d'une évidence, le miracle se produisit. Le craquement des branches emplit la forêt tandis qu'une grande femme se précipitait dans la clairière, se précipitant aux côtés de Hugh. Elle s'assit à côté de lui et ouvrit rapidement une trousse de premiers soins. La suivant de près, un grand homme aux cheveux gris, vêtu de la même tenue de camouflage que Hugh, émergea des buissons. « C'est Chuck. Nous devons l'amener à l'intérieur de la maison immédiatement, » ordonna la femme en jetant un coup d'œil à Emily. « Allez à la maison et faites bouillir beaucoup d'eau. » Wolfie apparut à proximité et Emily lui fit confiance pour les guider. Elle suivit, sachant que le géant porterait Hugh dans ses bras. Alors qu'ils arrivaient à la cabane forestière, Teresa sortit à leur rencontre. Emily se demanda comment une voiture avait pu arriver jusqu'ici, remarquant le 4x4 garé derrière la cabane. Cette femme âgée pouvait-elle encore conduire? Elles firent rapidement bouillir de l'eau et préparèrent des bandages et du coton. Lorsque la porte s'ouvrit, un Hugh gémissant fut introduit dans la maison par l'imposant Chuck, qui semblait se baisser presque de moitié. La femme suivait de près, révélant sa beauté stupéfiante. Hugh fut étendu sur la table et les 2 femmes s'affairèrent à répondre à ses besoins. Le teint, comprenant l'autorité de Chuck, posa une large main sur l'épaule d'Emily, lui ordonnant de ne pas intervenir. Emily sortit dans la cour et laissa enfin couler ses larmes. Elle sanglotait, prononçant des syllabes incohérentes, tandis que Chuck la réconfortait en silence. « N'aie pas peur,
fille de Hugh, il a déjà surmonté de nombreux défis, il m'a sauvé la vie à 2 reprises, et pas seulement la mienne. Maintenant, il est temps de rembourser la dette. Nous allons capturer ces bandits et veiller à ce qu'ils soient punis, peu à peu. Les épaules tremblantes d'Emily se sont calmées grâce au soutien des autres. Teresa sortit de la maison, prit la jeune fille dans ses bras et lui parla avec amour. « Tu te trompes, Chuck. Ce n'est pas nous, c'est elle qui lui a sauvé la vie aujourd'hui. J'avais déjà dit à Hugh qu'il aurait une fille, et cela s'est avéré vrai. » Chuck s'enquit de l'état de conscience de Hugh, et Emily sentit qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. « Tu veux savoir s'il est réveillé ?» Teresa s'esclaffe. Il ne l'a pas quitté. Elle monte la garde pendant qu'il dort. Enfin, ils vont pouvoir parler. Chuck secoua sa tête têtue. Na est toujours rancunier, même après toutes ces années. Teresa répondit calmement à sa mère, il ne voulait pas partager son fils avec sa fiancée. Elle l'a convaincu que Nina s'était débarrassée de leur enfant à naître, et il l'a cru. Il n'est jamais rentré à la maison, a signé un contrat, puis elle a fait une fausse couche. Ce n'était pas sa faute, je le sais pertinemment. Et s'il n'avait pas signé, je n'aurais pas été sauvée par lui, soupira Chou. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme le destin, acquiesça Teresa, les yeux brillants d'excitation. Le destin vous a également poussé à vous précipiter au secours de votre ami dès le premier appel ? Chuck acquiesce, j'étais en exercice et j'ai piloté l'hélicoptère jusqu'ici, dit-il en riant, ce qui fit trembler Emily. Tu reviendrais et abandonnerais ton devoir pour des raisons personnelles, remarqua Teresa avec sarcasme. Chuck se contente de hausser un sourcil et de s'étirer en disant, eh bien, je n'en suis pas si sûr. Où trouveront-ils un autre spécialiste de mon calibre, et Nina est arrivée ici pour le sauver immédiatement ? Teresa sourit, Hugh a eu de la chance de vous avoir tous les deux, acquiesça Chuck en jetant un coup d'œil à Teresa. Pensez-vous que j'aurai un jour de la chance ? Teresa le taquine. C'est reparti, dit-elle en agitant les mains. Chuck, je suis déjà vieille. Tu n'as que 6 ans de moins que moi, tu es un bel homme. Tu devrais trouver quelqu'un de plus jeune. Chuck secoua sa barbe grise et répondit, oh, Teresa, je n'ai pas besoin de quelqu'un de jeune. J'ai besoin de quelqu'un que j'aime. Emily, qui observait la conversation, remarqua une étincelle de jeunesse dans les yeux de Teresa. Soudain, la porte s'ouvrit et une Nina pâle s'approcha d'eux. Il est réveillé ? Demande Teresa en scrutant son visage. Oui, répond Nina, la voix tremblante, il m'a mise à la porte, dit-elle en se couvrant le visage de ses mains. Teresa se leva avec détermination, écartant Chuck. Occupe-toi des filles ici. Je vais aller faire entendre raison à cet imbécile têtu. Je me fiche qu'il soit blessé. Chuck prit Nina en pleurs dans ses bras, après un moment de réflexion, Emily l'enlaça par derrière pour la réconforter. La femme en détresse se tut et écouta une voix sévère résonner dans la hutte, faisant frémir tout le monde. Nous ne t'avons pas ramené de l'autre monde pour que tu te fasses du mal et que tu fasses du mal à Nina à nouveau. Ils ne purent entendre la réponse de Hugh, mais quelque chose se brisa clairement à l'intérieur de la maison. Après cela, on n'entendit plus que des marmonnements incohérents. Au bout d'une demi-heure, Teresa émergea, visiblement satisfaite d'elle-même. Na, rentre dans la maison. Il faut que tu parles, ordonna-t-elle d'un ton qui ne souffrait aucune objection. Na regarda Emily, impuissante et incertaine. Na et Teresa entrèrent dans la maison et Teresa prit sa place, adressant un clin d'œil amusé à la jeune fille. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, elles s'en sortiront. Elles ont encore plus de points communs qu'avant. Ils parviendront certainement à se mettre d'accord. Pendant ce temps, Chuck se mettait à couper du bois derrière la maison, dans la forêt. Trouvant du réconfort dans cette tâche et cherchant un but à atteindre. La vieille femme et la jeune fille étaient assises l'une près de l'autre, attendant patiemment quelque chose. Puis, Teresa hocha la tête et déclara, « C'est fini. Nous pouvons entrer. » Elle prit les devants, mais s'arrêta brusquement dans l'embrasure de la porte, la bloquant avec son corps, laissant échapper une toux,
elle fit remarquer avec sarcasme, vous aurez tout le temps d'avoir d'autres conversations. Vous avez toute la vie devant vous, et maintenant le thé sera parfait. Nina, qui s'était agitée, s'éloigna de Hugh et commença à ranger les choses sur la table. Aucune trace ne rappelait que la table avait récemment servi de plan de travail improvisé. Hugh était là, silencieux, perdu dans ses pensées, observant Nina avec des yeux pleins d'affection. En buvant une gorgée de thé, Emily remarqua que la main de Hugh caressait doucement celle de Nina. Les premiers soins ont été prodigués, maintenant nous devons nous rendre à l'hôpital, dit fermement Teresa, ne laissant aucune place aux objections. Je crois qu'ils peuvent se débrouiller sans nous maintenant, d'autant plus que nous devons prendre une décision au sujet de la jeune fille. Hugh se tourna vers Emily en souriant et dit, tu m'as appelé papa dans la forêt, n'est-ce pas? Alors, je pense que tu ne m'abandonneras pas quand je serai vulnérable. Emily secoua la tête, luttant pour parler, et répondit, non. Teresa jeta un coup d'œil à Nina et sourit. Eh bien, Nina, je suppose que tu vas devoir utiliser ta position officielle pour une fois dans ta vie. Vous êtes le médiateur des enfants, après tout. Nina acquiesça et regarda Hugh avec une pointe de défi dans les yeux. Oui, et je sais exactement comment punir ceux qui font du mal aux enfants. C'est ainsi que nous prendrons notre décision, prenant les choses en main. Teresa propose avec assurance, mettons notre blessé dans ta Jeep. Nina. Tu prends la fille et tu discutes avec son tuteur. Et si elle ne comprend pas les mots, nous nous joindrons à elle. Chuck gloussa et plissa les yeux devant l'autorité de Teresa. Je ne pense pas que nous aurons besoin d'intervenir, mais merci pour l'offre. Eh bien, faisons nos bagages. Nous devons encore aller à l'hôpital, déclara Teresa. Chuck ajouta, vous pouvez repartir, ils vous retrouveront sûrement. Ils enverront des troupes pour retrouver leur héroïque colonel. Chuck marqua une pause et poursuivit, cependant, j'ai encore une tâche à accomplir ici, jetant un regard significatif à Teresa. Elle agita les mains d'un air dédaigneux et prévint, n'y pense même pas, quel genre de vengeur pensez-vous être, il vaudrait mieux que la police ne se mêle pas de cette affaire, dit Chuck en fronçant ses sourcils épais et en regardant la femme. Ils ont offensé mon ami, alors ils m'ont offensé. Tu crois que je vais aller me plaindre à la police? J'ai dit que je m'en occuperai moi-même. Étonnamment, Teresa reste silencieuse. Nous devrions vraiment y aller, dit-elle enfin. Chuck a regardé Emily et lui a demandé, tu viens avec nous? Emily, la fille en question, a hoché la tête et a rassemblé son courage. Oui, dit-elle. Je t'ai dit que le traitement t'aiderait. Hugh sourit. Et tu n'as pas besoin d'être courageuse, dit Teresa d'un ton sévère, tu dois te concentrer sur ta guérison d'abord, que ce soit pour notre mariage ou le tien, dit Chuck. Emily fut étonnée de voir que la formidable sorcière pouvait rougir. Elle se rendit compte que les adultes devaient faire leur bagage, mais elle n'avait que les vêtements qu'elle portait sur le dos. Elle serra donc le loup très fort dans ses bras. Le loup lui lécha le visage avec sa langue rugueuse, comme s'il savait qu'ils allaient être séparés. Wolfie, la jeune fille s'efforça de parler, puis ils se précipitèrent sur la route de campagne, puis sur l'autoroute. La tête de Hugh était posée sur les genoux d'Emily, qui lui caressait les cheveux en suppliant, « Quelqu'un là-haut, tu es le plus fort, le plus intelligent. Tu as déjà mon propre papa et ma propre maman, laisse-le avec moi. Ne l'emmenez pas, je serai très, très obéissante. Je l'aiderai et j'aiderai Nina pour tout. Faites en sorte qu'il aille mieux. » Il semble que la prière de l'enfant ait été exaucée. Pendant son séjour à l'hôpital, Chuck s'est occupé de lui, en étant présent pour son ami. Emily est restée chez Nina, qui s'est occupée d'elle en la protégeant de sa belle-mère qu'elle détestait. Emily a appris que le jeune mari de sa belle-mère l'avait quittée, demandant le divorce après être revenu sans Emily et avec une explication peu claire de ce qui s'était passé. Il lui restait peut-être un peu de conscience. En revanche, Annabelle a tout nié jusqu'à ce qu'on lui montre la vidéo contenant l'histoire d'Emily. Nina voulait rendre la punition aussi sévère que possible, mais il n'y avait aucune preuve directe d'un attentat contre la vie de l'enfant. Cependant, la loi a frappé cette femme cruelle là où elle faisait le plus mal,
dans sa poche, une lourde amende lui a été imposée et la garde de l'enfant était hors de question. Nina a alors proposé sa propre candidature à l'adoption, et sa demande a été acceptée. Lorsque Hugh est sorti de l'hôpital, Nina et lui ont déposé les documents nécessaires à l'adoption au bureau de l'état civil. Entre-temps, Emily, qui est une fille intelligente, avait déjà compris, en discutant avec Hugh et Nina, qu'ils s'étaient toujours aimés, même lorsqu'ils étaient séparés. La mère de Hugh a dû faire face aux graves conséquences de ses actes lorsque sa trahison a poussé Hugh à prendre la difficile décision de s'engager dans l'armée. Sa mère est alors désemparée et en mauvaise santé. Jeune et perspicace, Teresa a fait de son mieux pour l'aider à reprendre des forces, ce qui a permis de révéler la vérité. Malheureusement, il était trop tard, car sa mère est décédée sans avoir eu la chance de voir son fils ou de se racheter pour ses erreurs. Ce n'est qu'après de nombreuses années que tout a commencé à prendre un sens. Un jour, Hugh et Emily se sont rendus sur les tombes des parents d'Emily. Des chuchotements d'amour emplissent l'air tandis qu'Emily dépose soigneusement des fleurs sur le sol. Elle rassure ses parents en leur disant qu'elle les aimera toujours et qu'elle a maintenant Hugh et Nina à ses côtés. Elle s'est demandé s'il serait acceptable de les appeler aussi maman et papa. En outre, elle a expliqué qu'elle avait également eu grand-mère Teresa et grand-père Chuck dans sa vie. Malgré leurs différences, grand-mère Teresa et grand-père Chuck ont fini par se marier. Au départ, grand-père Chuck voulait que grand-mère Teresa vive avec lui, mais elle a refusé et il a fini par emménager avec elle. De ce fait, il se rend parfois au travail en hélicoptère. Emily a assuré à ses parents qu'elle leur rendrait souvent visite et qu'elle leur ferait part de tout ce qui se passe dans sa vie. Puis, Emily a révélé quelque chose que ses parents ignoraient auparavant, elle était complètement muette, mais aujourd'hui tout va bien. Elle a regardé le soleil, le ciel et les nuages en souriant. Emily a toujours cru au pouvoir des bons contes de fées, et elle se rend compte que son propre conte de fées commence bien.